Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un exercice corrigé du sujet donc de bac spé maths. C'est l'exercice numéro 1 et on est en métropole 2022. Vous avez bien sûr en dessous de la vidéo en description un lien. Vous cliquez dessus et vous atterrissez immédiatement sur l'énoncé du sujet. Donc vous prenez l'exercice 1. Alors vous allez voir, c'est un exercice qui est assez long, puisque dans une première partie, on va traiter de fonctions et dans la deuxième partie, on va traiter de suite. Et tout ça, ça fait un seul exercice. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez d'abord le faire par vous-même ou bien lire tranquillement l'énoncé. Bien, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, je ne vais pas forcément lire à chaque fois tous les mots, toutes les phrases. Hein. On va donner à peu près le sens. Donc on nous dit en gros, dans le cadre d'un essai clinique, on envisage 2 protocoles dans le traitement d'une maladie. L'objectif de l'exercice est d'étudier l'évolution de la quantité de médicaments présente dans le sang d'un patient en fonction du temps. Partie A. Le premier protocole consiste à faire absorber un médicament sous forme de comprimé au patient. On modélise la quantité de médicaments présente dans le sang par une fonction f qui est définie sur 0,10. Bon, ça c'est important. Hein. Gardez toujours en tête que nous travaillons sur l'intervalle 0,10. Par f de t égale 3t exponentielle de moins 0,5t plus 1. Attention, le plus 1 est dans l'exponentielle. Bon, ici, on ne travaille pas avec des x, on travaille avec une variable t. Mais c'est pareil, bien évidemment. Alors, on nous dit que t représente des heures. C'est important aussi, hein, notez tout ça dans le coin d'une feuille de brouillon. Vous allez voir, vous allez économiser du temps parce qu'au moment où il va falloir, par exemple, chercher un nombre d'heures, etc., vous allez dire, oui, mais attends, t, c'est quoi? C'est des minutes, c'est des heures? Voilà, là, on sait que c'est des heures. Et on vous dit, attention, que la quantité de médicaments, alors la quantité de médicaments, c'est f de t. Okay, donc t, ce sont les heures, et le résultat qu'on trouve, si je remplace t par une valeur entre 0 et 10, je trouve f de t, et je trouve quoi? Je trouve une quantité de médicaments qui est exprimée en milligrammes. Voilà pour les unités. Alors, 1A. Bon, on vous demande de montrer que la dérivée est égale à quelque chose. Donc, en fait, on vous demande de déterminer la dérivée. Alors, on y va. F' de t. Alors, f' de t a la forme u fois v. 3t multiplié par exponentielle de moins 0,5t plus 1. Okay, donc, f' de t, ce sera la dérivée de u fois v. Donc, u' v plus u v'. U, c'est donc 3t. Donc, u' c'est 3. Et v, c'est l'exponentielle. Et donc v', attention, la dérivée de exponentielle u, u', donc moins 0,5t plus 1, donc là nous restait moins 0,5, u', exponentielle u. Donc la dérivée, on y va. F' de t égale donc u' v, donc 3 exponentielle de moins 0,5t plus 1, plus u, donc 3t, multiplié par v'. Bon, là, niveau factorisation, on a de quoi faire. Alors, je vais commencer par factoriser par 3. Puisque vous voyez, là j'ai du 3, là j'ai du 3. Donc je peux factoriser par 3. Donc 3 facteur 2. Et donc on met tout le reste. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ici, il nous reste une exponentielle. Et ici, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le t multiplié par moins 0,5. Bon, ça je peux écrire du coup moins 0,5t. T fois moins 0,5. Et l'exponentielle. J'ai la même exponentielle ici et là. Donc je peux factoriser par l'exponentielle. Donc j'ai factorisé par 3, je factorise maintenant.
par l'exponentielle. Alors, ici, qu'est-ce qui va rester? Alors, bien sûr, vous allez me dire, bah, rien. Oui, mais attention, en factorisation, en langage factorisé, lorsqu'il reste rien, il reste toujours 1. Dites-vous ça. Hein. Et ici, il nous reste juste le moins 0,5t. Bon, ben voilà. Hein. Ça, c'est ce qu'on vous demandait de montrer. C'est juste pas dans le même ordre. Mais sinon, c'est ça. Alors, petit b, on vous demande d'en déduire le tableau de variation de la fonction f. Donc, avant de construire le tableau de variation de la fonction f, il nous faut déterminer le signe de la dérivée. Nous avons des facteurs, 2 principaux, 3 exponentiels et le 1 moins 0,5t. Donc, avant d'étudier le signe de la dérivée, on va chercher les solutions des équations égale 0 pour les deux facteurs. Une exponentielle ne s'annule jamais, donc là, il n'y a pas de solution. Et ici, donc ça fait 1 égale 0,5t, et donc t égale 2. Et là, on peut construire le tableau de signe de la dérivée et le tableau de variation de la fonction. Alors attention, nous travaillons sur 0,10. Je place sur la première ligne les solutions trouvées, donc ici j'en ai qu'une, c'est 2. Alors, une ligne pour chaque facteur. Donc une ligne pour 3 exponentielles de moins 0,5t plus 1. Une ligne pour 1 moins 0,5t. Une ligne pour la dérivée. Et une ligne pour les variations de la fonction. Ici, je mets la petite barre. On sait que 1 moins 0,5t s'annule pour 2. Et donc, m'accorder que la dérivée s'annulera aussi, parce que si 1 moins 0,5t vaut 0, l'intégralité du produit vaudra 0. Alors, une exponentielle toujours positive. Hop, plus, plus. Alors ici, attention. 1 moins 0,5t, c'est une expression affine. Alors, il y a deux écoles. Il y a ceux qui connaissent par cœur leur cours, et donc ils savent qu'avant la solution, c'est le signe de moins a, et ensuite le signe de a. Sinon, vous savez, ne vous embêtez pas trop. Entre 0 et 2, remplacez le t par une valeur entre 0 et 2. Remplaçons par 1. On aura 1 moins 0,5 fois 1. Ça fait 1 moins 0,5, ça fait 0,5. Bon, c'est positif. Donc, par déduction, après, ce sera négatif. Voilà, ça dépend de plusieurs techniques. Donc, plus, moins, donc croissante, décroissante. N'hésitez pas, pour être, on va dire, perfectionniste, à mettre ici les 3 valeurs dans le tableau, c'est-à-dire à déterminer f de 0, f de 2 et f de 10. Attention, ces valeurs 0 de 10, vous les remplacez dans la fonction, hein, pas dans la dérivée, sinon ça fait 0. Enfin, pour 2, en tout cas, ça fait 0. Et bien dans la fonction f de t. Alors f de 0, ça fait 3 fois 0, ça fait 0. 0 fois une exponentielle, ça fait 0. F de 2. Alors on aura moins 0,5 fois 2, ça fait moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Et là, on aura 3 fois 2, 6. 6 fois 1, 6. Donc là, on a 0. Là, on a 6. Bon, jusque-là, tout va bien.
ça a moyen de vérifier que la fonction est bien croissante sur 0,2. On passe bien de 0 à 6. C'est bon. Et f de 10, 3 fois 10, 30. Exponentielle de quoi? Moins 0,5 fois 10, moins 5. Moins 5 plus 1, moins 4. N'arrondissez pas, s'il vous plaît. Laissez la valeur exacte, c'est-à-dire 30 exponentielle de moins 4. Oui. Alors, on vous demande, selon la modélisation, au bout de combien de temps la quantité de médicaments sera-t-elle maximale? Quelle est alors cette quantité maximale? Bon, bah, le maximum, je pense qu'on l'a tous identifié. Alors, au bout de combien de temps? T est égal à 2. Donc, le maximum est atteint pour T est égal à 2. Et f de 2 égale 6. T est exprimé en heures. Donc, au bout de 2 heures, f de 2 est exprimé, enfin f de t est exprimé en milligrammes. Donc, 6 milligrammes. Okay, donc, donc, le maximum, c'est au bout de 2 heures. Et la quantité de médicaments présente dans le sang sera de 6 mg. Je rappelle qu'F de t nous donne la quantité donc, de médicaments présente dans le sang, en milligrammes. Oui, on mettait sur pause. Est-ce que j'ai encore besoin de... Allez, c'est 0. Oui. Bon, je vais juste effacer ce qu'il y a en dessous du tableau. Je vais garder le tableau pour le moment. Hop. Alors, question 2, petit a. Montrez que l'équation f de t égale 5 admet une unique solution sur l'intervalle 0, 2, qu'on notera alpha, et dont on donnera une valeur approchée à 10-2, c'est-à-dire au centième de chiffre après la virgule. Bon, dès que vous avez cette question, c'est toujours la même. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Bon, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo, si c'est genre 2 jours avant votre épreuve de maths ou si c'est 6 mois avant. Mais si c'est 2 jours avant l'épreuve du bac, bah, c'est que vous en avez déjà fait pas mal. En tout cas, ce genre de questions, vous l'avez certainement retrouvé dans beaucoup d'exercices. Et à chaque fois, on utilise le théorème des valeurs intermédiaires. Le fameux TVI. Théorème des valeurs intermédiaires. Alors, pour l'utiliser, ça, faites-le sur votre brouillon, ce que je vais écrire. On a besoin de 3 choses. Premièrement, nous devons admettre que la fonction f est continue sur un intervalle étudié, donc sur l'intervalle sur lequel sur lequel la question est posée. Donc ici, c'est l'intervalle 0,2. Donc f est continue sur 0,2. En terminale, vous n'avez pas besoin de justifier pourquoi. Vous aurez toujours des fonctions continues. Enfin, du moins pour le théorème des valeurs intermédiaires. Il faut que f ait uniquement un seul sens de variation sur l'intervalle 0,2, sur l'intervalle étudié. Un seul sens de variation, sinon le TVI ne peut pas s'appliquer. Oui, là, je vous donne les conditions pour l'application du TVI. Donc le TVI ne peut s'appliquer que si f de x sur l'intervalle 0,2 n'a qu'un seul sens de variation, ça tombe bien, puisque f est strictement croissante sur 0,2. Ok, bon, les 2 premières conditions sont respectées. Et la dernière, c'est quoi? La dernière, c'est que le 5 que je cherche doit bien appartenir à l'intervalle. Okay. À l'intervalle 0,2. C'est-à-dire que vous devez vous demander, mais est-ce qu'on passe par 5 lorsque on travaille sur l'intervalle 0,2? Bah oui, puisque je pars de 0, je vais jusqu'à 6.
bah, vous devez forcément passer par 5. Donc, on dira que, on sait que f de 0 est égal à 0 et que f de 2 est égal à 6. Donc, ça veut dire que 5 passe par là. Donc, on peut appliquer le TVI. Pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on dira? On va faire une jolie phrase. On sait que f de t est continue et strictement croissante sur l'intervalle 0,2 avec f de 0 égale 0 et f de 2 égale 6. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, bon, vous écrivez-le en toutes lettres, hein, le jour de l'examen. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de t égale 5 admet une unique solution alpha sur 0,2 telle que alpha telle que f de alpha est égal à 5. Donc, j'étais dans mes pensées. Ok, donc admet une unique solution alpha sur 0,2 telle que f de alpha est égal à 5. Et on vous demande une valeur approchée de alpha. Bon, ça se fait à la calculatrice. Alors, en fait, vous allez utiliser le menu table de vos calculatrices, la Thébault, le tableau. Vous allez rentrer la fonction, vous allez régler entre 0 et 2, et vous allez commencer à prendre un pas de 0,1. C'est-à-dire que les valeurs de t iront de 0,1 en 0,1. Ok, etc., etc. Et dans la deuxième colonne, vous aurez les valeurs de f de 0, f de 0,1, f de 0,2, etc., etc. Oui. Et vous allez regarder entre quelle et quelle valeur on passe par 5. Et vous allez vous rendre compte que f de 1 vaut 4,95 et que f de 1,1 égale 5,18. Donc c'est ici que je passe par 5, entre 1 et 1,1. Attention, alpha, c'est la valeur du t, hein. C'est pas la valeur ici. Hein. Mais ça, c'est pas suffisant, parce que nous, on veut une valeur approchée à 10 moins 2. Deux chiffres après la virgule, là, il n'y en a qu'un. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez modifier le pas. Au lieu de prendre un pas de 0,1, vous allez prendre un pas de 0,01, mais attention, uniquement entre 1 et 1,1. Pourquoi? Parce que vos calculatrices sont limitées en capacité. Donc si vous rentrez, bon là ça va, 0,2, mais imaginez-vous, on aurait eu 0,10 et que vous mettez un pas de 0,01, mais jamais vos calculatrices n'auraient été capables de le faire. C'est pour ça qu'on y va tout doucement. Donc là, vous re-réglez votre rang, hein, votre intervalle entre 1 et 1,1 et vous mettez un pas de 0,01. Et donc, le tableau qui va s'afficher, bah, ce sera 1, 1,01, 1,02, 1,03, etc. Et dans la deuxième colonne, vous aurez les valeurs de f de 1, de f de 1,01, etc. Et vous allez vous rendre compte que f de 1,02, ça vaut à peu près 4,9948, et que f de 1,03, ça fait 5,0187.
Alors, on nous demande une valeur approchée, donc il faut choisir entre 1,02 et 1,03. Bah, ici, 5 est-il plus proche de 4,9948 ou de 5,0187? Vous êtes d'accord avec moi que 5 est plus proche de 4,9948. Ouais. Et donc, on dira que alpha vaut environ 1,02. Ouais. Bien. Alors ça, je vais le réécrire. C'est-à-dire que je vais réécrire f de alpha, donc f de 1,02 égale 5. On vous dit juste après, on admet que l'équation f de t égale 5 admet une autre solution, mais sur l'intervalle de 10. Et cette solution, c'est bêta. Et ça fait à peu près 3,46. Ça veut dire que f de 3,46 est aussi égal à 5. Je rappelle le petit tableau de variation. Voilà. Pourquoi tout ça? Parce que on nous dit, on considère que ce traitement est efficace lorsque la quantité de médicaments présente dans le sang est supérieure ou égale à 5 mg. Déterminer à la minute près la durée d'efficacité du médicament. Donc, on nous dit, on reprend les informations, que le traitement est efficace lorsque la quantité de médicaments, je rappelle que c'est F de T. Donc, lorsque F de T est supérieur ou égal à 5. Nous savons que pour 1,02, ici, nous passons par 5. Oui. Et on sait aussi que pour 3,46, nous passons par 5. Et nous, on veut que f de t soit plus grand que 5. Alors, on est où là au niveau des flèches? Au-dessus de 5, on prend tout ça, là, et on prend aussi la petite partie qui est décroissante, ici. Mais on s'arrête, parce qu'après, on est en dessous de 5, on est inférieur à 5. Et nous, on veut des minutes, on veut la durée d'efficacité. C'est-à-dire qu'on veut la durée qui correspond à la zone qui est en rouge. La durée, c'est quoi? C'est la valeur de t. La durée, c'est qu'on recherche t. La durée, ça va être la différence entre 3,46 et 1,02. C'est-à-dire, la durée, c'est cet intervalle qui est ici. Donc la durée, t, c'est 3,46 moins 1,02. Ça fait 2,44. Mais 2,44 quoi? 2,44 heures. Moi, je veux pas des heures. Dans la question, je veux des minutes. On nous demande de déterminer à la minute près. Eh bien, convertissons 2,44 heures en minutes. Alors, on va accorder que 2,44 heures, c'est 2 heures plus 0,44 heures. Deux heures, c'est 120 minutes. Pas 1 minute 20. Pour ceux qui ont la référence. Et 0,44 heures, comment je convertis en minutes? Je multiplie par 60. Puisque dans une heure, il y a 60 minutes. Et ça fait environ, ça fait 26,4 minutes. Exactement. Bon, on ne nous demande pas les secondes, donc le virgule 4 n'est pas important. Donc en tout, ça fait 120 plus 26, ça fait donc 146 minutes. Voilà la durée d'efficacité du médicament.
mettez sur pause. Hein, alors, on va passer à la partie B, la partie sur les suites, et on vous dit hein, bien sûr au tout début que les deux parties sont indépendantes, donc je peux tout effacer. Donc on va s'intéresser au deuxième protocole. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pareil, je donne des informations importantes. On nous dit que le deuxième protocole consiste à injecter initialement une dose de 2 mg, puis à réinjecter toutes les heures une dose de 1,8 mg. On estime en gros que lorsque une heure est écoulée, la quantité de médicaments présente dans le sang, donc présente immédiatement après l'injection, diminue de 30%. Okay. On modélise la situation à l'aide d'une suite UN, où UN désigne la quantité donc, de médicaments en milligrammes. Donc UN nous donne des milligrammes. Donc présente immédiatement après l'injection de la énième heure. Okay, donc toutes les heures, on refait une injection. Et on nous dit on a donc U0 qui vaut 2. Ça c'est le tout début, puisque initialement, on injecte une dose de 2 mg. Donc U0 vaut 2. Mettez sur pause si vous voulez vraiment relire l'énoncé parce que c'est important de comprendre le contexte ici. Alors on vous demande de calculer U1. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement? Donc, on a injecté U0, 2 mg. Voilà qu'une heure se passe. Et qu'est-ce qui se passe justement? Eh bien, au bout d'une heure, on nous dit que la quantité de médicaments a diminué de 30% par rapport à la quantité qui était présente après l'injection. Ça veut donc dire que lorsqu'on arrive au bout de la première heure, les 2 mg ont perdu 30%. Vous voyez, c'est-à-dire que les 30%, la perte de 30% se détermine, se calcule sur la valeur précédente, sur le nombre de milligrammes précédents. C'est ce qu'ils nous disent. Donc, la quantité de médicaments diminue de 30% par rapport, en gros, à la quantité qui est présente immédiatement après l'injection. C'est le mot immédiat, en fait, qui est important ici. Donc, ça veut dire que lorsque j'arrive au bout de la première heure, mon 2 mg a perdu 30%. Alors, comment on fait pour lorsque quelque chose perd une X%? On multiplie par 1 moins, donc 3 sur 100. Ici, ça, c'est le coefficient multiplicateur de la perte de 3%. Bon, ça, c'est du programme de première. Mais attention, c'est pas tout. Relisez aussi le début. N'oubliez pas que toutes les heures, on réinjecte une dose de 1,8 mg. Donc, on ajoute 1,8. Et vous avez trouvé 3,2 mg. Ouais. L'erreur, le piège, aurait consisté à faire 2 plus 1,8, et tout ça, on l'aurait fait diminuer de 30%. Alors ça, c'était... là, vous seriez tombé pile poil dans le piège. Donc attention, surlignez bien le fait que ce soit immédiat, immédiatement. Alors 2. Justifier, bon alors ça c'est une question, bon si vous avez un exercice sur les suites, notamment avec une suite arithmético-géométrique, la question 2, vous n'allez pas y échapper, justifier que un plus 1 est égal à 0,7 un plus 1,8. Alors je vous ai mis, normalement vous voyez là, puisqu'il y a eu un montage sur la vidéo, je vous donne la réponse littérale à la question, c'est comme ça, enfin à peu près, il y a d'autres manières de l'écrire, mais là je vous donne une façon d'écrire la réponse. Oui, donc on sait que lorsqu'une heure s'est écoulée, la quantité de médicaments présente dans le sang diminue de 30% par rapport à la quantité immédiate. Donc autrement dit, toutes les heures, la quantité précédente sera multipliée. C'est du blabla. La réponse ici, la justifier que n plus 1 est égal à ça, c'est vraiment du blabla. Il faut écrire des phrases, des belles phrases, et puis voilà. C'est fait. Du coup, mettez sur pause pour recopier. Alors, 3 petits pas. Montrer par récurrence.
un plus 1 est compris entre un et 6. Alors, la récurrence, bon ça, normalement, c'est pareil, hein. Vous en avez travaillé des récurrences. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les 3 étapes avec tous les calculs nécessaires, hein, pour faire correctement cette récurrence. Mais je ne vais pas donner les phrases littéraires qu'il faut rédiger lorsque on applique une récurrence, parce que le calcul n'est pas comment dire, la seule chose importante. La rédaction, hein, est tout aussi importante, donc vous devez écrire des phrases qui sont particulières. Mais comme c'est spécifique à chaque enseignant, et moi je ne connais pas vos enseignants, du coup moi je vous donne que les étapes de calcul. Alors la récurrence, première étape, c'est l'initialisation. On va prouver que ce qu'on cherche à démontrer est vrai pour le premier rang. Attention, hein, quand je dis premier rang, ici la suite elle commence à 0. Donc on va prouver que cette propriété est vraie pour n égale 0. Alors, U0 vaut 2. Ouais. U1 vaut 3,2. Donc vous m'accordez que U1 est bien supérieur à U0 et il est bien inférieur à 6. Oui. Bon, ben voilà, on a prouvé que la propriété était vraie pour le premier rang. Bon, du coup, ici, c'est les deux. C'est n égale 0 et n égale 1. Voilà ce que vous faites. Vous ne pouvez pas le faire avec U0 parce qu'il n'y a pas de valeur avant. Donc, on doit forcément prendre U1 pour le démontrer. Alors, l'hérédité. L'hérédité, on va faire une hypothèse. On va supposer que cette propriété est vraie. Donc, on va supposer que un plus 1 est bien compris entre un et 6. Donc ça, c'est vrai. Et on va devoir montrer que cette propriété est vraie, mais au rang au-dessus. C'est-à-dire le rang qui est juste après. Donc on va devoir montrer quoi? On va devoir montrer que un plus 2 est bien compris entre un plus 1 et 6. Voilà ce que nous devons montrer. Parce que si on arrive à prouver que la propriété est vraie au rang suivant, on aura prouvé qu'elle l'est aussi au rang précédent. C'est ça l'objectif d'une récurrence. C'est un peu l'histoire de l'échelle, hein, c'est que si vous arrivez à monter la marche qui est supérieure, c'est que vous avez réussi à monter la marche qui est en dessous. Voilà. Alors commençons par déterminer un plus 2. Alors je rappelle que un plus 1 est égal à 0,7 un plus 1,8. Par conséquent, un plus 2, ce sera 0,7 un plus 1 plus 1,8. Parce que cette relation nous donne justement la relation de dépendance entre un terme et le terme suivant. Ou alors un terme et le terme précédent. Ouais. Alors, je vais juste effacer l'initialisation. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on sait, nous? On vient de dire que ça, c'était vrai là. Un plus 1 est compris entre un et 6. Voilà. Ça, je peux le dire, puisque j'ai supposé que c'était vrai. Eh bien, regardez ce qu'on va faire. C'est qu'au milieu, on va essayer de faire réapparaître l'expression de un plus 2. Voyez? On va le faire, vous allez voir, hein, on va le faire par combinaison. Regardez.
au milieu, j'ai le droit de multiplier par 0,7. Mais si je le fais au milieu, je dois le faire aussi à gauche et à droite. C'est-à-dire que j'aurai 0,7 UN et 0,7 multiplié par 6. Oui, surtout que 0,7 est un nombre positif, donc le sens des inégalités ne change pas. Attention, si ça avait été négatif, on aurait dû changer le sens des inégalités. Et j'ai le droit d'ajouter 1,8 si je le fais aussi à gauche et à droite. Bien. Ouais, mais ça c'est quoi au milieu? Bah, c'est UN plus 2. À gauche, c'est quoi? C'est UN plus 1. 0,7 fois 6, ça fait 4,2. Et 4,2 plus 1,8, ça fait 6. J'ai donc bien prouvé ça. Donc la propriété est vraie au rang n plus 2. Enfin, et n plus 1 aussi, hein, du coup. Et donc, conclusion, la propriété est vraie au rang n. Enfin, au rang n plus 1. Oui, dites plutôt au rang n plus 1. C'est plus logique. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que UN plus 1 était compris entre UN et 6. Ça, c'est donc maintenant admis. Et on va regarder la question suivante. En déduire que UN est convergente. Et on notera L, sa limite. On doit en déduire que la suite est convergente. Vous m'accordez que si UN plus 1 est plus grand que UN, je peux dire que UN plus 1 moins UN est positif. Ouais. Bah, ça, c'est la définition d'une suite croissante. Ça veut donc dire que UN est croissante. Ok. Première étape. Mais vous m'accordez aussi que si UN plus 1 est plus petit que 6, UN est aussi plus petit que 6. UN, on dit qu'elle est majorée par 6. Okay. La suite UN est majorée par 6. Vous avez une suite qui est croissante, mais qui ne dépassera jamais 6. Ah oui, UN est convergente. Tout simplement. Si elle est croissante et qu'elle est majorée par un nombre, forcément elle converge vers un nombre. Convergente, c'est que sa limite est égale à un nombre. Bien sûr, ici on se doute quel est ce nombre, hein, quelle est la limite. Là, je ne comprends pas qu'ils n'ont pas demandé directement dans cette question, ils l'ont demandé à la question suivante, c'est un petit peu ridicule. Et donc on dira que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n, c'est égal à L. Puisqu'on vous dit que la limite, on la note L, bah, on la note L. Voilà. Même si on sait tous que c'est 6, hein, la limite. Mais bon, pour le moment, on ne peut pas le dire. C'est pas la question. Bien. Mettez sur pause, hein, pour ceux qui n'ont pas eu le temps. Hop là. Bon, ça, je peux l'enlever maintenant. Hop, voilà. Déterminer la valeur de la limite, la valeur de L interprétée. Alors, on a dit que la suite était croissante et qu'elle convergeait, on sait déjà qu'elle converge vers 6. Bon, vous êtes d'accord avec moi que si la suite converge, ça veut dire que la limite du terme suivant
bah, c'est la même limite que le terme précédent. Bon. On sait que la limite de un, c'est L. Donc la limite de un plus 1, bah, on peut dire que c'est L aussi. Voilà comment on commence. On sait aussi que un plus 1, c'est 0,7 un plus 1,8. Alors on va utiliser un théorème qui s'appelle le théorème du point fixe. Vous en avez certainement entendu parler de ce théorème, le théorème du point fixe. Bah, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, bah, à partir du moment où la limite de un plus 1 est égale à la limite de un, donc est égale à n, est égale à L, ça veut donc dire qu'il y a une unique solution de l'équation L égale 0,7L plus 1,8. Donc tout se passe comme si on remplaçait le un plus 1 et le un par la valeur de leur limite, c'est-à-dire petit l. Alors on aura L moins 0,7L égale 1,8. On a donc 0,3L égale 1,8. L égale 1,8 sur 0,3. Oh tiens, L égale 6. Oh, que c'est surprenant. Ok, donc théorème du point fixe. Ça implique ça. En utilisant l'expression de un plus 1, bien sûr. Voilà. Bah, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire n tend vers l'infini, c'est-à-dire qu'au bout d'un nombre d'heures très grand, eh bien, la quantité de médicaments présente dans le sang sera de 6 mg. Et donc je répète, hein, au bout d'un nombre d'heures, je ne sais pas comment on pourrait dire, au bout d'un nombre d'heures extraordinairement grand ou infini, la quantité de médicaments présente dans le sang sera de 6 mg. Bien. Alors, on nous donne une autre suite, la suite Vn. Et on nous dit que Vn, c'est 6 moins un. Montrer que Vn est géométrique est une suite géométrique de raison 0,7. Donc on doit montrer que cette suite-là, Vn, est une suite géométrique. Rappelez-moi, c'est quoi la définition d'une suite géométrique? Ce ne serait pas que le terme suivant est obtenu en faisant le terme précédent multiplié par la raison? C'est ça la définition d'une suite géométrique. Bien, commençons par déterminer Vn plus 1. Et essayons d'exprimer Vn plus 1. Comprenez, c'est ça l'objectif. C'est d'essayer d'exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn et de la raison. Si on obtient quelque chose comme ça, on pourra affirmer que c'est une suite géométrique. Bah, Vn, c'est 6 moins un. Donc Vn plus 1, c'est 6 moins un plus 1. Un plus 1, c'est bien 0,7 un plus 1,8. J'enlève les parenthèses, attention, signe moins, donc 6 moins 0,7 un moins 1,8. Ça fait aussi 4,2 moins 0,7 un. Bon, pour le moment, il faut avouer que notre objectif, on en est un petit peu loin, hein, parce qu'on a du Vn plus 1 avec du un. Oula, on part un petit peu loin. Bah oui, mais, les amis, si Vn est égal à 6 moins un, à quoi est égal un? Bah, un est égal à 6 moins Vn. Et donc je peux remplacer ce un par 6 moins Vn. Ça se passe toujours comme ça. Encore une fois, ceux qui regardent cette vidéo et qui sont à 2 jours de l'examen, vous savez que
on vous pose toujours ce genre de questions et que le déroulement est toujours le même, à un moment donné, on doit remplacer UN par du VN, etc. etc. Ça aussi, ce genre de questions, c'est typique, hein, de donner une suite en fonction d'une autre et de devoir montrer qu'elle est géométrique. C'est tellement toujours les mêmes exercices. Donc ça fait 4,2, on développe 0,7 fois 6, bah, ça fait 4,2, tiens. Et maintenant, moins 0,7 fois moins Vn, ça fait plus 0,7 Vn. Et donc Vn plus 1 est égal à 0,7 Vn. Nous y sommes parvenus. Donc Vn est bien géométrique. Deux raisons. Q égale 0,7. On vous demande de déterminer son premier terme. Si Vn c'est 6 moins Un, V0 c'est 6 moins U0. Or, U0 vaut 2, donc V0 vaut 4. N'hésitez pas si vous avez des questions, des doutes, des interrogations, à me les poser en commentaire directement. Alors, on nous demande de déterminer, donc d'écrire la suite Vn en fonction de petit n. On sait que Vn est géométrique. Alors, comment ça s'écrit une suite géométrique, Vn? C'est formule premier terme multiplié par la raison à la puissance n. Ça c'est à connaître par cœur. Hein. Faites bien vos V. Hein. Ne faites pas comme moi où parfois ça ressemble un petit peu à des U, que ça pourrait être trompeur. Donc je peux dire que Vn, je remplace, hein, V0 c'est 4, et la raison c'est 0,7. Donc 4 multiplié par 0,7 puissance n. Bien sûr, la puissance n ne concerne que le 0,7. Pas le V0, pas le 4. Alors, il y a une chose que, oui, je voulais dire depuis d'ailleurs tout à l'heure. Faites attention, tout de même, à un élément important. Vérifiez bien que votre suite commence pour n égale 0. Parce qu'il y a des suites qui peuvent commencer à n égale 3. Une suite ne commence pas à n égale 0. Et pourquoi c'est important? C'est important pour cette formule, justement. Donc ça, normalement, dans votre cours, c'est dit, mais justement, ne négligez pas cette partie du cours où on vous dit de faire attention que la suite commence bien à 0. Sinon, ça a un impact sur la puissance. Et du coup, il nous demande aussi d'en déduire UN en fonction de n. UN en fonction de n. Nous rappelons que UN, c'est 6 moins Vn. Vous pouvez essayer, hein. Faites passer le UN à gauche, faites passer le Vn à droite, et du coup, on retrouve bien 6 moins Vn. Oui, mais Vn, c'est ça. Du coup, UN, c'est 6 moins 4 multiplié par 0,7 puissance n. Et commencez pas à me faire des opérations en faisant 6 moins 4 ou 4 fois 0,7. Hein. Attention. Hein. Le n, c'est 0,7, le 4 est attaché à 0,7, et 6 moins le tout. Alors, dernière question. Vous dites que ce protocole, on arrête les injections quand la quantité de médicaments dépasse 5,5, est supérieure ou égale à 5,5. Déterminer le nombre d'injections réalisées. Donc, je répète, hein, avec ce protocole, on arrête les injections quand la quantité de médicaments dépasse 5,5. Mais c'est modélisé par quoi ici, la quantité de médicaments? Depuis le début d'exercice, la quantité de médicaments, c'est UN. Donc c'est ça, surtout.
C'est ça la quantité de médicaments. Je l'avais écrit d'ailleurs. Bon, non, je l'ai écrit ou pas? Je sais plus, j'avais dit UN exprimé en milligrammes. Donc UN représente la quantité. Et on veut que cette quantité soit supérieure ou égale à 5,5. Donc en gros, mathématiquement, ben voilà, on veut que UN soit supérieur ou égal à 5,5. Donc ça fait 6 moins 4 multiplié par 0,7 puissance n supérieur ou égal à 5,5. Voilà, c'est quoi? C'est une inconnue. Nous devons chercher la valeur de petit n. On doit donc résoudre une inéquation. Bon, on va commencer par faire passer le 6 de l'autre côté. Donc on aura moins 4 supérieur ou égal à 5,5 moins 6 moins 0,5. Ok. Oui. Moins. J'ai un moins à gauche, un moins à droite. Je peux les supprimer. Mais, eh oui, le signe de l'inéquation change. C'est pour ça que j'ai fait une petite pause là, que je n'ai pas mis tout de suite. Parce que je suis sûr que certains étaient en train d'écrire supérieur à 0,5. Non, ici, les signes, c'est comme si on divisait par moins 1 de chaque côté. Divisé par un nombre négatif, par un réel même d'ailleurs négatif, ça change le sens de l'inéquation. Attention à ça. En vrai, c'est pas une erreur d'ailleurs parce que après on va devoir le rechanger, ce signe. Du coup, on va revenir à supérieur. Mais on vous comptera quand même dans le développement, surtout dans la question, on vous demande de détailler les calculs. Donc ça veut dire qu'il y a des points qui comptent là pour chaque étape de calcul. Alors ici, à la ligne suivante, on va diviser par 4. Donc le 4, on fait passer à droite. Donc 0,5 divisé par 4, ça fait 1 huitième. Alors mon inconnu, c'est une puissance. Ça pose problème. Moi, ce que j'aimerais, c'est que cet inconnu, ma puissance, redevienne, on va dire, une simple opération, quoi, une multiplication, une division. Je ne peux pas laisser mon inconnu en puissance. Eh bien, ce qui va nous permettre de faire ça, c'est le logarithme népérien. C'est-à-dire à gauche et à droite, j'applique un ln. Donc ln de 0,7 puissance n inférieur ou égal à ln de 1 huitième. Ce que je fais à gauche, si je le fais à droite, ça ne change pas l'inéquation. Et là, ce qui est bien, c'est qu'avec la propriété dln, je vous rappelle que ln de a, la puissance n, c'est n multiplié par ln de a. Donc la puissance redevient une multiplication. Donc on aura n multiplié par ln de 0,7. Alors ln de 1 huitième, ça fait moins ln de 8. Vous pouvez laisser ln de 1 huitième. Hein. Moi j'ai créé les moins ln de 8, c'est pareil. Du coup, on fait passer le ln de 0,7 au dénominateur de l'autre côté. Donc à droite, on aura moins ln de 8 sur ln de 0,7. Mais attention, les amis, ln de 0,7, c'est un nombre négatif. Parce que vous savez que ln d'un réel compris entre 0 exclu et 1, c'est négatif. Mais divisé par un nombre négatif revient à changer le sens de l'inéquation. Donc n redevient supérieur. Et donc vous allez trouver 5,83. Mais le problème, c'est qu'on travaille avec des entiers naturels. N appartient aux entiers naturels. Donc n ne peut pas être un nombre décimal. Donc on dira bien sûr n supérieur ou égal à 6. Ici, on passe pas 5. 5,8 est plus proche de 6 que de 5. Mais même si ça avait été 5,2, on aurait pris quand même 6. N doit être plus grand. Donc si n doit être plus grand que 5,2 et que n appartient à la famille des entiers naturels, on commence à 6. Ça fait combien d'injections? Parce que c'est ça la question. On vous demande de déterminer le nombre d'injections. Eh ben non, ça ne fait pas 6.
Pourquoi? Parce que si n doit être supérieur ou égal à 6, quels sont tous les termes que je prends? Je prends U0, U1, U2, U3, U4, U5 et je m'arrête à U6. C'est d'accord, hein? N supérieur à 6, ça veut dire que ça correspond à U6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a donc 7 injections à réaliser. Le piège vient de U0. Beaucoup vont se dire, bah 6, ça fait 6. N. Ah oui, mais U0 compte aussi, hein, comme une injection. Faites attention. Hein. Ce sont des petites erreurs hein, fréquentes, mais c'est grave d'avoir fait tout ça pour, pour se tromper à la conclusion. Quoi. Donc il y a 7 injections à réaliser pour que la quantité de médicaments soit supérieure à 5,5 mg. Bon, je vous avais dit hein, que c'était un exercice assez costaud. Hein. Ok, donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.